Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Itéanu, donc je suis avocat, effectivement, et je dirige un cabinet qui est composé de niches, composé de 12 professionnels et qui est dédié aux technologies de l'information, de la communication. Tout ça, c'est... Bon, alors, on a l'habitude de dire en propriété intellectuelle et numérique, données à caractère personnel, cybersécurité, e-commerce, mais tout ça, maintenant, est très, très mélangé. D'ailleurs, propriété intellectuelle et numérique, ça veut dire logiciel basé, mais c'est-à-dire création numérique, donc c'est un peu autre chose. Donner un caractère personnel, c'est aussi de la réputation, un peu de diffamation, un peu de vie privée. Et la cybersécurité, c'est pas la cybercriminalité, c'est ce qu'on va voir tout de suite, à savoir que on n'est pas sur une, on l'a vu, on n'est pas sur une approche exclusivement pénale, loin de là. Et donc, on m'a demandé d'intervenir, plutôt j'ai proposé d'intervenir sur cette thématique loi programmation militaire, directive Nice et RGPD, car comme l'a dit en introduction Thierry Chefalot, il y a un déploiement au niveau européen, je reprends vos termes, Thierry, d'une politique de cybersécurité. Mais ça, c'est quand même assez nouveau, parce que, et ça peut s'expliquer, car finalement, en termes de droit international, jusqu'à présent, les normes existant en matière de cybersécurité, on avait le traité de Budapest, novembre 2001, sur la cybercriminalité, et puis la directive Nice, d'une certaine manière, même s'il n'est pas encore question de coopération policière et judiciaire, hein, c'est pas tout à fait ça, c'est quand même l'élaboration, effectivement, comme l'a dit Thierry, d'une politique européenne de cybersécurité. Ça, il faut le souligner. Alors effectivement, on a tous ces textes-là, et ce qu'on va essayer, c'est d'essayer de trouver des passerelles, d'essayer de trouver une logique entre les uns et les autres. Alors, toutes ces lois, qu'elles soient nationales ou communautaires, sont quand même très complexes. Le règlement général sur la protection des données, le voilà, pour le visualiser. 173 considérants, 99 articles. On évalue à 400 le nombre d'obligations qu'il contient. Rien que le règlement général sur la protection des données. La directive Nice, c'est aussi un texte complexe, même s'il y a très clairement une parenté avec la loi de programmation militaire. Donc tous ces textes sont complexes. Il y a des passerelles de l'un à l'autre, ou des choses qui sont de l'un à l'autre, qui établissent des liens de l'un à l'autre. Thierry, là aussi, Chevallot a déjà indiqué que la directive Nice devra être transposée au plus tard en mai 2018. Quant au règlement, le RGPD, et ça c'est dans le dur, puisque c'est le dernier article du règlement, donc c'est une date qui ne changera pas, le 25 mai 2018, le règlement est applicable. Il est déjà en vigueur, mais il n'est pas encore applicable. Et compte tenu effectivement de l'épaisseur du texte, la Commission européenne, les institutions communautaires ont considéré qu'il fallait un certain temps, et 2 ans ça ne sera probablement pas suffisant, pour finalement que le marché, les acteurs, digèrent ce texte. Donc, directive, ça signifie qu'effectivement, chaque État membre de l'Union européenne va devoir, au travers de son Parlement national, transposer la norme dans son droit interne. Et ça, je crois que l'ANSSI est en charge de cette transposition. Quant au règlement, c'est 1 degré de plus, puisque en fait, en matière de données à caractère personnel, on a déjà eu une directive, qui est une directive de 1995, qui est d'ailleurs abrogée par le règlement. D'ailleurs, vous voyez, c'est dans le titre, abrogeant la directive 95-46 CE. Et heureusement, on a un sous-titre qui est plus clair que le titre, Règlement général sur la protection des données, qui a donné l'acronyme RGPD. Quant au règlement, il s'applique, on va dire, c'est un degré d'harmonisation supérieur, peut-être pas total, parce que dans le règlement, on trouve quelques différences entre les États membres. Danemark a quelques particularités qui sont cachées dans quelques articles, mais on est dans un degré d'harmonisation supplémentaire. Ce qu'on peut dire également sur ces 3 textes, ou en tout cas sur les 2 derniers, entre la directive et le règlement, pour la directive Network and Information Security, évidemment ça parle de sécurité, de cybersécurité, mais le RGPD également traite de cybersécurité. Il y a 7 chapitres dans le règlement général sur la protection des données. On va dire que
En gros, le règlement s'inscrit quand même dans une logique qui existe, que nous connaissons en France depuis 1978 avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a été instituée, qui crée des droits pour ceux qu'on a appelés en 1978 les fichés, les personnes concernées, et qui crée des obligations pour ceux qu'on a appelés en 1978 les ficheurs, maintenant les responsables de traitement. Eh bien, le règlement général sur la protection des données crée plus de droits pour les personnes concernées, même de nouveaux droits. Vous entendrez de portabilité, notamment, et le fameux droit à l'oubli, le droit au déréférencement, et plus d'obligations pour les ficheurs, les responsables de traitement. Et donc, dans les 7 chapitres du règlement général sur la protection des données, il y a un chapitre sur les grands principes, il y a des définitions qui sont données, il y en a 26. Alors, dans les dispositions générales, il y a un chapitre sur les droits des personnes concernées, ce que je vous disais, plus de droits pour les uns, plus d'obligations pour les autres. Et puis, il y a un chapitre responsable du traitement et sous-traitant, donc c'est plus d'obligations pour cela, étant entendu que le sous-traitant, on va y venir, rejoint le responsable de traitement, ça c'est un point important. Et au sein de ce chapitre sur les responsables de traitement et sous-traitants, on trouve une section 2 qui s'intitule « Sécurité des données ». Et dans cette section 2, sécurité des données, il y a 2 thématiques qu'on retrouve dans la loi de programmation militaire qui a été décrite à l'instant. La première thématique, on va en parler, c'est une obligation de sécurisation des données, on peut l'appeler comme ça, on va voir ce que ça recouvre exactement, et on va voir qu'il y a des parentés, finalement, avec la LPM et la directive Nice. Et puis, la deuxième thématique, c'est l'obligation de notification des violations de données à caractère personnel, obligation de notification qui est également présente dans la directive Nice, sauf que ce n'est pas évidemment de la violation de données à caractère personnel, on va le voir, c'est l'obligation de notification des incidents. Alors finalement, moi je suis praticien, je vous apporte peut-être une vision complètement différente, pas complètement, mais différente de celle de l'ANSSI ou d'un industriel. Tout ça pourquoi finalement? Il faut quand même revenir, comme on dit rugby, aux fondamentaux. Tout ça pour lutter contre ça. Pour lutter contre les WannaCry et les autres attaques, les menaces, tous ces actes malfaisants, que ce soit comme WannaCry des rançongiciels ou que ce soit des accès frauduleux et donc des actions qui sont de plus en plus nombreuses au quotidien. Et au fur et à mesure où on est dans la transformation numérique, qu'on appelle numérique ou digital en anglais, mais qui veut dire quand même quelque chose, ou que ça soit, on va dire, le basculement de toutes nos activités sur ou autour des réseaux numériques, ces agissements-là, ils sont de plus en plus nombreux. Et ce sera mon message du jour. On a le sentiment que derrière WannaCry, il y a des auteurs. Il y a bien un auteur de ce rançongiciel, qui est donc un délinquant, qui a réalisé une action qui entrave le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Il y a des gens qui ont diffusé, qui sont aussi des délinquants, et ce n'est pas de cela qu'on va vous parler aujourd'hui. De ceux dont on va parler au travers de la LPM, de la directive Nice ou du RGPD, c'est de la victime, d'une certaine manière. Et c'est à lui qu'on demande de se sécuriser. Donc c'est ça mon message du jour, c'est que ça, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la directive Nice, la LPM, je crois que M. Hautser a déjà bien expliqué ce qu'est la LPM, et au travers de la LPM, on peut dire que d'une certaine manière, on a déjà transposé, je ne sais pas si je peux dire ça, on a déjà transposé par anticipation la directive avant même qu'elle existe, qu'à quelque part, on trouve évidemment des parentés, et je les présente ici, entre la LPM et la directive Nice. C'est OIV d'un côté, ou c'est SIV bien sûr, et ça sera opérateur de services essentiels de l'autre, ce qui semble être une communauté, mais ça c'est aussi l'ANSSI qui a probablement déjà réfléchi, qui sera bien plus importante que les 250 opérateurs d'importance vitale OIV que vous avez indiqués. C'est aussi les fournisseurs de services numériques, dont dans la directive figure en annexe un certain nombre de catégories, notamment les moteurs de recherche. Et donc cette communauté qui se trouve dans la directive Nice, quelque part, va rejoindre ces opérateurs d'importance vitale.
Dans le règlement général sur la protection des données, on est aussi, comme entre la LPM et la directive Nice, où on va de plus en plus responsabiliser de plus en plus d'acteurs, on est aussi vers une augmentation du nombre d'acteurs concernés, puisque, comme je vous l'ai dit, la loi de 78 en France, la directive de 1995 au niveau communautaire sur la protection des données à caractère personnel, concernait une unique personne qui était le responsable de traitement. C'était lui qui était responsable devant la loi informatique et liberté, qui comporte on va dire une double peine, des sanctions pénales, il y en a beaucoup, et des sanctions de la CNIL qui jusqu'à présent étaient limitées à 150 000 euros. Dans le règlement général sur la protection des données, eh bien, le sous-traitant, c'est-à-dire celui qui agit sur instruction du responsable de traitement, rejoint le responsable de traitement. Je vous ai dit que dans le chapitre 4, qui comporte une section 2 sur la sécurité des données et deux thématiques que j'ai indiquées, le chapitre s'intitule « Responsable de traitement et sous-traitant ». Et donc, ces personnes-là, ces sous-traitants, et par exemple dans le domaine du cloud, ça signifie pratiquement toute la filière cloud computing, car peu nombreux sont les systèmes d'information où on ne va pas trouver des données à caractère personnel. Donc ces sous-traitants qui étaient en dehors de la loi informatique et liberté, eh bien, intègrent, si je puis dire, la réglementation dans le domaine des données à caractère personnel. Obligation de sécurisation, obligation de notification, ce sont des deux grandes thématiques qui ont été rappelées par l'ANSSI à l'instant dans le cadre de la LPM et dans le cadre de la directive Nice. Eh bien, dans le règlement général sur la protection des données, on retrouve ces deux thématiques-là, à la section 2, sécurité des données, l'article 32, sécurité du traitement, et l'article 33, la notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données. Il y a un article 34 qui concerne les personnes concernées, les fichiers. Mais on retrouve ces deux mêmes thématiques, obligation de sécurisation, obligation de notification. Et même si on va encore plus loin, je dirais qu'on va retrouver ces deux mêmes thématiques dans un vocabulaire extrêmement proche. Comme cela a été dit à l'instant, la LPM, c'est pour beaucoup d'opérateurs d'importance vitale l'obligation de documenter, c'est l'obligation de réaliser des tests, des audits. Ils doivent soumettre leur système d'information, dit la LPM, à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect de règles de sécurité. Je vais vous lire les dispositions qui existent dans le RGPD qui concernent donc cette thématique de la sécurité des traitements. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts, des mises en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte, là c'est un peu du baratin, je vous le dis rapidement, et des finalités du traitement, dont le degré de probabilité et de gravité varie, je passe, le responsable de traitement et le sous-traitant, donc on est bien sur les deux acteurs que j'ai indiqués, le deuxième étant un nouveau venu, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles, les deux mots ont également été prononcés par vous à l'instant lorsque vous avez parlé de la LPM, appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, selon les besoins, et je lis une des obligations qui y figure, de mettre en œuvre donc une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. Autrement dit, ce qu'on demande dans le RGPD, c'est ce qui est demandé aux EIV, je dirais dans la structure mentale que représentent ces textes. Et j'ai eu l'occasion, justement ce matin, d'exposer ça au sein j'étais à Aix-en-Provence, d'une grosse organisation du sud de la France qui s'intéresse évidemment à l'RGPD. J'ai dit, mais finalement, ce qu'on vous demande, parce que, évidemment, ceux qui ne sont pas habitués à cette réglementation spéciale sur les EIV, ils découvrent un peu ce système-là. Ils pensaient qu'on était en déclaration administrative de la loi informatique et liberté, on déclare son traitement, on est conforme. Si on a le récépissé de déclaration de la CNIL. Bon, c'était faux, mais on pouvait le penser. Il y avait plein d'autres obligations. Ces déclarations, elles disparaissent le 25 mai 2018. Il n'y a plus de déclaration. On est uniquement dans un système d'autocontrôle, celui que j'ai indiqué. Mais je dis, c'est un peu à l'instar de ce qui existe en matière fiscale. Lorsqu'une organisation fait une dépense, elle va conserver le justificatif de sa dépense. Ce justificatif doit correspondre à des critères qui sont
juridique, un droit comptable. Une facture, ce n'est pas n'importe quel document, elle comporte des mentions obligatoires, et elles doivent être conservées pendant un certain délai, et on doit justifier sur un contrôle qu'on est conforme au droit comptable. C'est un peu le même schéma de pensée qu'il va falloir maintenant mettre en place à partir du 25 mai 2018, avoir ce réflexe-là que nous, on a intégré, que les organisations ont intégré en matière comptable fiscale, il va falloir l'intégrer maintenant en matière de données à caractère personnel. Un focus sur l'obligation de notification, alors des incidents LPM Directive Nice, qui ont un impact significatif, et en matière de RGPD, c'est le deuxième article de la section sur la sécurité des données, l'obligation de notification d'une violation de données à caractère personnel. Ça concerne les deux acteurs pour la directive Nice, les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques. Et pour la RGPD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les responsables de traitement et les nouveaux venus, les sous-traitants. On notifie à qui? À une autorité administrative, donc l'ANSSI. Et d'un côté, et de l'autre, le responsable de traitement doit notifier sous 72 heures dès la connaissance de la violation de données à caractère personnel, il doit notifier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les 72 heures de la connaissance, ce qui pose quand même des tas de problèmes en termes d'enquête interne, dans ce cas de la fraude interne, on fait de l'enquête évidemment toujours, ça prend toujours plus de 72 heures, mais à partir du moment où on notifie, on prend le risque d'ébruiter. La CNIL, ce n'est pas l'endroit où on conserve le mieux les secrets, c'est assez rapidement dans la presse, bon, mais ce sont des problématiques qu'il va falloir traiter. Et puis le sous-traitant, lui, on a une quasi-assimilation du sous-traitant au responsable de traitement, mais c'est quand même pas la même chose. Lui, il a une obligation de notification au responsable de traitement, au donneur d'ordre. Et dans les meilleurs délais, dit le RGPD, sans délai, dit sans retard injustifié, dit la directive Nice. Les sanctions, dans le RGPD, tout le monde connaît la sanction maximale qui est 4% du chiffre d'affaires mondial, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, enfin on va dire jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial si c'est supérieur pour les entreprises. Ce manquement, lui, est sur un palier inférieur, c'est 2% du chiffre d'affaires et 10 millions d'euros. Donc là encore, une similarité dans la façon, on le voit ici dans ce tableau, dans la façon d'aborder la thématique. Alors, finalement, pourquoi tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de toutes ces réglementations qui s'abattent sur nous et en plus à des dates, si je rajoute le règlement EIDAS, si je rajoute... on a passé une année 2016 particulièrement difficile, la réforme du droit des contrats, c'est quand même pas rien pour les juristes. Les cyberattaques, les WannaCry et les autres, on a une problématique de fond. Ce que disait en introduction Thierry, disait déploiement au niveau européen d'une politique de cybersécurité, oui, mais il faut dire autre chose. Il faut dire la vérité. On a un problème de gendarmes et de voleurs. On a des voleurs qui jouent sur un terrain qui n'est pas celui des gendarmes. Les gendarmes sont encore confinés à des territoires nationaux. Une coopération judiciaire et policière qui n'est pas véritablement en place, il faut dire les choses, en tout cas qui est difficile à mettre en œuvre. Et donc la directive NIF, c'est intéressant parce que ce n'est pas une coopération policière judiciaire, mais l'ANSSI va avoir des équivalents dans les 27 ou les 26 États de l'Union européenne, avec des certes, etc. Donc c'est déjà un niveau d'information qui va pouvoir être échangé. C'est déjà, je trouve, de ce point de vue-là, intéressant. Mais compte tenu du fait qu'on a un terrain de jeu qui fait que le gendarme a du mal à retrouver le voleur, on a des taux d'élucidation vers les cyberdélinquants qui sont extrêmement faibles, en tout cas pour certains types d'attaques, on va dire les attaques externes. Et donc, évidemment, quelque part, il y a une lame de fond réglementaire qu'on retrouve, c'est qu'il faut que tout le monde se sécurise. Il faut que tout le monde se sécurise, d'abord parce que la nation peut effectivement avoir des conséquences à ça, et parce que moi, en termes de personnes concernées, de titulaires de données à caractère personnel, une défaillance d'un acteur, d'un responsable de traitement ou de son sous-traitant peut avoir des conséquences pour moi-même. Et donc ce mouvement-là, c'est un peu ce mouvement qu'on constate, qui est en fait un mouvement qui est, il faut dire les choses, où on peut être victime et on peut être responsable en même temps, parce que sa propre défaillance
peut finalement générer des préjudices auprès de tiers. D'où cette structuration qu'on retrouve à la fois dans la LPM et la directive Nice et dans le RGPD, d'une obligation de diligence, une obligation de moyens, mais extrêmement renforcée, puisqu'il s'agit de démontrer qu'on a fait diligence, et d'obligation de notification après accident, évidemment, entre guillemets. Voilà, c'est terminé. Simplement pour dire que sur la LPM, je ne sais pas si... mais la Chine a récemment pris une loi sur la cybercriminalité, et il y a des... On dit que c'est une recopie de la loi pour la préparation militaire, donc ça veut dire qu'on ne recopie pas en Chine que les produits industriels, mais aussi également des textes de loi. Voilà, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois au plaisir. Voilà, merci de votre attention.